BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour et bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons dans les Hauts-de-France, à Calais, chez Aprolis, un spécialiste de la location de matériel de manutention. L'entreprise, vous allez le voir, veut accélérer sur l'électrique, le reconditionné et la décarbonation de ses sites. Ça fait beaucoup de défis à relever. Notre reporter Philippe Hindolbeau est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons merchandising et PLV dans la deuxième partie de l'émission. Le merchandising peut-il être durable et est-ce qu'il devra à l'avenir nous inciter à moins consommer? On verra ça avec deux dirigeants du secteur qui bousculent leur modèle d'affaires, Françoise Raoul-Duval de Diam et Loïc Chouteten de LVH. Et on terminera l'émission comme toujours avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à Calais chez Aprolis, une société leader dans la location de matériel de manutention. Ses objectifs de décarbonation sont très clairs, mais les défis à relever, loin d'être évidents. Philippe Hindolbeau est sur place avec les équipes d'Aprolis. Aujourd'hui, on est chez Aprolis, leader français dans la location de matériel de manutention, avec plus de 50 000 machines issues de 300 marques, comme celle juste derrière moi. Et face à l'urgence climatique, l'entreprise fait face à plusieurs défis, notamment électrifier toute sa flotte, développer le reconditionné et décarboner ses agences. Alors on fait le point ensemble. Tout de suite, c'est parti. Aujourd'hui, nous avons une flotte de location de 50 000 matériels à travers 6 pays en Europe. Et on a déjà fait un grand chemin sur l'électrification puisque 80% de nos matériels sont électriques, mais nous avons encore 20% des matériels qui sont des matériels thermiques. Et notre défi, c'est d'aller à 100% de matériel électrique d'ici 5 ans. Là, vous avez devant vous un chariot électrique, mais avec une batterie plomb. Les batteries plomb, c'est des batteries ancienne génération. Et ces batteries plomb vont être remplacées par des batteries au lithium qui présentent énormément d'avantages pour les clients. Une batterie plomb, si vous n'êtes pas encore passé à l'électrique, vous devez avoir une salle de charge dans votre usine. Vous devez manipuler et sortir la batterie plomb et vous devez entretenir régulièrement cette batterie au plomb. Alors que la batterie au lithium que je vais vous présenter de l'autre côté, ce ne sont que des avantages pour le client puisque vous n'avez plus d'entretien, vous allez charger beaucoup plus rapidement et vous n'avez pas besoin de salle de charge pour charger ces batteries-là. Et en économie de carbone, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de déperdition de CO2 lorsque vous chargez une batterie au lithium par rapport à une batterie plomb. Donc pourquoi ne pas changer du thermique à l'électrique? On se demande. Bonjour Benjamin de Castelnau. Bonjour Stéphane. Merci Thomas, merci de nous avoir accueillis sur le terrain dans votre site de Calais. Vous êtes le directeur général d'Aprolis et vous êtes aujourd'hui en plateau avec nous pour qu'on vous aide à avancer sur vos défis. On vient de voir le premier, l'électrification de votre flotte. Et c'est Maximilien Rouet de Mazars qui va s'en occuper aujourd'hui. Bonjour Maximilien. Bonjour Thomas. Merci d'être là. On rentre dans le sujet avec vous Maximilien. Dans le vif du sujet, comment faire pour que Benjamin électrifie les 20% restants de sa flotte? Alors déjà, je tiens à souligner la chance qu'on a d'avoir un opérateur qui est déjà électrifié. 80%, c'est considérable. Si tout le monde en faisait autant, on s'en porterait mieux au niveau climat. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est comme Benjamin l'a dit dans l'émission, c'est que cette électrification permet non seulement d'économiser du CO2 si l'électricité provient de nucléaire ou d'énergie renouvelable, voilà, c'est le cas en France, voilà. Et le rendement entre l'énergie de charge et l'énergie de décharge, donc l'énergie de décharge étant l'énergie utile, est juste 10 fois supérieur sur les nouvelles batteries lithium. 10 fois supérieur, c'est-à-dire qu'on économise encore 10 fois plus d'énergie par rapport à une batterie plomb. Donc on est dans une dynamique où l'essentiel des opérateurs B2B type Aprolis aurait intérêt aujourd'hui à passer au lithium, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Et évidemment, on a tous en tête les déboires de la voiture individuelle, l'automobile, avec voilà, la voiture électrique qui a des rendements, il faut charger, ça dure des heures, etc. Effectivement, ce n'est pas du tout le cas dans le matériel B2B, parce qu'on a un usage et une organisation au niveau des usines qui permet de ne pas avoir ces déboires-là. Donc, comme le disait Benjamin, l'électricité, l'électrification aujourd'hui du parc de matériel de location est une chance, est une aubaine, et c'est accessible.
et c'est l'avenir dans le contexte de changement climatique. Et donc, Benjamin de Castelnau, les 20% restants, qu'est-ce qui bloque chez vos clients? C'est quoi? C'est le coût? C'est une question de techno qui n'est pas encore mature sur les gros engins? C'est quoi l'obstacle? Alors Thomas, l'obstacle, c'est une évangélisation auprès des clients qu'il faut qu'on fasse, parce que les clients ont l'impression que c'est la même chose qu'une voiture, un véhicule électrique, et donc je ne sais pas où je vais pouvoir me recharger, etc. Et donc alors qu'il y a tout prévu au sein de l'usine, il y a des bornes électriques, et en fait il faut éduquer le client et il faut leur montrer à pouvoir recharger les batteries de façon opportuniste. À chaque fois qu'on recharge comme un téléphone portable, 1 heure, on regagne du temps, donc ça va être beaucoup plus efficace qu'un matériel au plomb ou un matériel thermique. Alors vous parlez d'éduquer les clients, ça fait lien avec le défi suivant, parce que vous avez une autre bonne parole que vous voulez prêcher auprès d'eux, c'est de passer au reconditionné, d'accélérer là-dessus. On voit ça avec Philippine. Deuxième défi, accélérer la location de matériel reconditionné. Le reconditionné représente aujourd'hui 30% de la flotte louée. Objectif, atteindre 50% en 2030. Encore faut-il convaincre les clients de franchir le pas. Le gros avantage pour l'étiquette RSE, c'est si vous comparez un matériel neuf par rapport à un matériel d'occasion, c'est seulement 15% d'extraction de masse par rapport à un matériel neuf. Maintenant, il va falloir expliquer ça au client, et le client, ça va être gagnant-gagnant, puisque d'une part, il ne va pas voir forcément la différence, il aura la garantie d'Aprolis, et surtout, ça va lui coûter moins cher, puisque un loyer d'un matériel d'occasion va coûter moins cher qu'un matériel neuf, donc il aura tout intérêt à partir sur ce matériel d'occasion. Alors là aussi, Maximilien, soyons utiles, soyons concrets pour Benjamin. Comment l'aider à monter à 50% de reconditionné, donc la moitié de votre flotte? Aujourd'hui, c'est un tiers, ce qui est déjà pas mal. Comment faire pour aller à 50? La piste, Benjamin l'a trouvée, c'est le coût, c'est le prix, ça coûte moins cher, c'est 15% moins cher. Maintenant, à partir de là, je ne peux pas ne pas souligner là aussi la pertinence de l'offre. On connaît les marques qui font ça sur les smartphones, par exemple, le reconditionnement. Comme on est dans un monde fini, la croissance infinie dans un monde fini, ça ne marche pas. Voilà, j'ai enfoncé la porte ouverte, mais c'est important de le rappeler. Et donc, tous les acteurs qui sont dans une posture où ils permettent le reconditionnement pour limiter les mines en amont, limiter les mines, limiter la déforestation, limiter la destruction de la biodiversité, limiter les pollutions, c'est à prendre. Un acteur comme Aprolis aujourd'hui fait partie, contribue à cet objectif. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les clients, dans leur chaîne de valeur, l'intègrent. Alors, l'argent. Et puis, deuxièmement, avec la CSRD, donc la directive de reporting, ou avec toutes les dynamiques de reporting en développement durable ou en RSE, les clients industriels vont comptabiliser les économies d'énergie, de CO2 et de matière proposées dans ce cas-là par le reconditionnement. Donc le deuxième argument, c'est que vous allez pouvoir comptabiliser dans votre scope en tant qu'industriel une diminution de votre impact environnemental, et ça, c'est majeur. Est-ce que, Benjamin, c'est vous qui reconditionnez en interne? C'est nous qui reconditionnons. D'accord, vous avez fait ce choix-là. On a fait ce choix-là, et surtout on a investi massivement dans notre site de Calais qu'on a visité hier. Oui, tout à fait. Pour se préparer et pour arriver à un objectif de doubler le nombre de matériels reconditionnés d'ici 5 ans. Et juste pour finir, là-dessus, vous sentez parfois, il y a quoi, un blocage psychologique chez les clients de dire reconditionner, ça va être moins efficace que le neuf, moins bien marché? Je crois que c'est une façon d'expliquer l'avantage pour le client, et c'est de l'évangélisation une fois de plus. C'est le prix. Déjà, un client va payer au moins 10 à 15% de moins sur son loyer. Donc déjà, l'argument fait mouche. Et derrière, l'argument sur le climat, c'est 15% de masse d'un matériel neuf en extraction. Et ça, le client ne le savait pas avant qu'on lui explique. Bon, 85% d'économie. 85% d'économie en matière. Absolument. Évidemment. On retourne une dernière fois sur le terrain, parce que donc là, on a parlé de vos scopes 3, comment réduire l'empreinte de vos parties prenantes. Là, on va aller voir votre empreinte à vous, la décarbonation de vos sites. Vous voulez avancer sur ce sujet aussi? Troisième défi, décarboner les agences et sites industriels d'Aprolis en passant aux énergies renouvelables. Et ça, c'est un investissement lourd de plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il faudra bien sûr
réussir à rentabiliser. Le premier sujet, c'est d'assurer la qualité d'exécution, puisqu'on est sur une toiture d'un bâtiment industriel qui est en exploitation. Donc le premier enjeu, c'est d'éviter les fuites, c'est d'éviter les défauts de structure. Donc il faut qu'on soit à la fois bien assuré, mais aussi surtout qu'on utilise des matériels qui sont agréés, qui font l'objet de certifications extrêmement rigoureuses. Et ensuite, c'est évidemment la qualité d'exécution, la qualité de pose par les entreprises qui fait que l'installation pourra tenir pendant toute sa durée de vie, qui est de l'ordre de 30 ans à peu près, sans qu'on doive réintervenir sur le matériel. Au total, quand on aura fini d'installer la totalité de la toiture photovoltaïque, je pense que la centrale serait capable de produire à peu près 30-40% de l'électricité consommée par le site et que 70% de l'électricité produite par la centrale sera consommée sur place. Donc c'est ce qu'on appelle le taux d'autoconsommation qui est très intéressant et qui évite de faire transiter de l'électricité par le réseau électrique avec toutes les pertes conséquentes. Alors, Maximilien, pour conclure, comment aider Benjamin là aussi à accélérer sur cet objectif de décarbonation des sites? Alors, il y a l'objectif de décarbonation que je peux requalifier là, dans ce cas précis, d'objectif d'adaptation. Adaptation des sites au changement climatique, adaptation et résilience du site au changement climatique. Derrière ce mot, c'est la capacité du site à toujours fonctionner dans le climat de demain. Donc, est-ce qu'on aura des coupures d'électricité? Dans ce cas-là, avoir des panneaux solaires sur son toit, ça nous autonomise en tant que site. Ouais. Est-ce qu'on aura des canicules? Avoir une ombrière photovoltaïque, ça nous protège un peu de la chaleur. Avoir et réfléchir un peu plus large, au-delà du climat et de la canicule, les questions d'eau et les questions de résilience globale sur le site. Voilà. Le sujet du climat, c'est un peu le fil d'Ariane qui permet de tirer tout le changement de monde, le changement vers un monde plus bouleversé, un peu plus difficile à gérer, évidemment au niveau du climat, des températures et de l'eau, mais d'une manière générale sur les ressources et sur la capacité à opérer. Ouais. Et là, je pense qu'il y a une première démarche, la décarbonation, que je requalifie d'adaptation, et qui ouvre à une résilience plus globale des agences. Ouais. Vous faites les deux, à la fois la décarboner et vous adapter. En 30 secondes pour finir, Benjamin, ce type d'investissement, on l'a dit, c'est quand même des investissements assez lourds pour vous. Est-ce qu'ils peuvent être remis en cause par la conjoncture actuelle qui est assez difficile, notamment dans l'industrie où vous opérez? Alors, ces investissements ne seront pas remis en cause parce que il faut se mettre en route. Moi, j'ai participé à la CEC dernièrement. Attention les entreprises pour le climat, ouais. Voilà, et j'ai vraiment, ça a été un choc. Et je me suis dit en tant que dirigeant, il faut se mettre en route. Donc, il ne faut pas aller chercher le retour sur investissement de ces infrastructures, mais ça va être une nécessité pour l'ensemble de l'écosystème. Et c'est ceux qui prendront ces décisions aujourd'hui qui gagneront demain. Ouais, ça paiera tôt ou tard. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux, Benjamin de Castelnau d'Aprolis et Maximilien Rouet de Mazars. Allez, on a parlé manutention. On change de business, d'activité. On va parler de PLV et de merchandising à présent. Comment faire du merchandising et de la PLV durable? Quels sont